Alors, nous continuons donc le chapitre 5.2 sur les pathologies respiratoires. Donc, dans la première vidéo, nous avons vu le paragraphe 1 du cours qui portait sur les techniques d'exploration de l'appareil respiratoire. Donc, par exemple, la radiographie, la fibroscopie, la scanographie et également la spirométrie. Donc, dans cette deuxième vidéo, on va donc aborder donc une pathologie obstructive de l'appareil respiratoire qui est donc l'asthme. Alors tout d'abord, la définition de cette pathologie, donc à bien connaître. Tout d'abord, c'est une maladie caractérisée par l'inflammation des bronches et des bronchioles. C'est une maladie chronique, donc qui se développe et qui évolue par crise lorsque le sujet est en contact avec des facteurs déclenchants. Donc on fera la liste de ces facteurs juste après. Alors justement, les signes cliniques, ce sont les signes que le patient peut observer lui-même ou chez le médecin lors d'une consultation. Les facteurs de risque, ce qu'on appelle également les facteurs déclenchants, c'est ce qui entraîne l'apparition de cette pathologie. Alors, pour illustrer ces facteurs déclenchants, ces facteurs de risque, voici un petit document qui fait une liste de certains facteurs déclenchants. Tout d'abord, en bas à gauche, on a les squames d'animaux domestiques, donc les poils de chat et de chien. On a ensuite les acariens, les bactéries, virus, mais également la fumée de cigarettes, on en parlera donc dans la troisième partie de ce cours. La pollution de l'air, donc ici due aux voitures, mais également les usines, etc. Le pollen et enfin les moisissures. Alors justement, les facteurs de risque, on ne va pas tous les replacer dans le cours. On va donc déjà les classer en 4 catégories. Tout d'abord, ce qu'on appelle les allergènes. Alors les allergènes, ce sont des particules qui entraînent chez certaines personnes, lorsqu'elles sont inhalées, donc une réaction allergique. Alors j'ai mis à chaque fois donc les plus fréquents, les plus faciles à retenir. Donc retenez au moins un exemple pour chaque catégorie. Donc on a tout d'abord les acariens, mais également le pollen, donc qui sont des allergies quand même très fréquentes. Ensuite, on a des substances irritantes. Donc peut-être la plus facile à retenir, c'est la fumée de tabac, de cigarette. On a également la pollution de l'air atmosphérique et les reflux gastro-œsophagiens, c'est-à-dire des retours du contenu de l'estomac, donc au niveau de l'œsophage. Alors, troisième facteur de risque, c'est le stress, qui accélère justement et qui rapproche les crises d'asthme. Et enfin, donc l'effort physique, ce qui fait que les personnes asthmatiques ne peuvent pas pratiquer n'importe quelle activité physique. Alors, on va donc prendre le document 3 qui est une illustration des mécanismes physiopathologiques de l'asthme. Tout d'abord, on va commencer par présenter à quoi ressemble une bronche saine. Donc ici, vous avez un segment ici avec une coupe longitudinale pour voir justement comment est composée la paroi de la bronche. Alors, on l'a vu en détail dans un chapitre précédent. On va s'intéresser à notamment les muscles lisses qui sont ici en plus foncé, qui font tout le tour de la bronche et sur toute sa longueur. Donc pour l'instant ils sont relâchés, vous voyez qu'il est il n'y a pas de changement de diamètre de la bronche. Ensuite on a donc les différentes couches de la paroi, mais celle qui nous intéresse ici, puisque c'est celle qui va être modifiée lors d'une crise d'asthme, c'est donc la muqueuse bronchique, donc ici en rose, et vous avez en marron, ici au centre, la lumière, d'accord, de la bronche. Et on voit ici par 4 traits pour indiquer que l'air passe tout à fait normalement, puisque la lumière est assez large. Ensuite, on va s'intéresser maintenant à la structure d'une bronche chez une personne asthmatique, mais en dehors d'une crise d'asthme. Donc ça, c'est les bronches que ces personnes-là ont en permanence. Donc tout d'abord, il n'y a rien qui va se passer au niveau des muscles. Vous voyez que là, ça n'a pas changé. Par contre, au niveau de la muqueuse, elle est un peu plus épaisse. Et comme elle s'épaissit, elle va prendre de la place au niveau de la lumière bronchique. Et donc cette lumière va se rétrécir un petit peu. Donc vous voyez qu'au lieu d'avoir représenté 4 traits pour l'air, on n'en a représenté que 3. Ce qui indique que l'air passe un peu moins bien. Alors on indique aussi donc il y a une réaction inflammatoire au niveau de cette muqueuse qui fait qu'il y avoir une augmentation au niveau de l'épaisseur. Et à ce moment-là, la muqueuse est très sensible et réactive. Donc justement, très sensible et réactive aux différents facteurs déclenchants que l'on a vus juste avant.
Alors voici le schéma de cette même bronche, mais lors d'une crise d'asthme. Donc première chose que l'on peut constater, c'est au niveau des muscles. On voit bien ici que les muscles lisses qui sont en couronne le long autour de la paroi de la bronche se sont contractés. Et quand ils se contractent, en fait, ils diminuent le diamètre général, global de la bronche. Ensuite, on voit une deuxième flèche qui se situe au niveau de la muqueuse. On voit très bien par rapport à la muqueuse lorsque la personne n'est pas en crise. Cette muqueuse-là est beaucoup plus épaisse et donc elle va empiéter encore plus au niveau de la lumière bronchique qui est en marron au centre. Et un élément nouveau lors d'une crise d'asthme, puisqu'en fait le corps va réagir par rapport aux allergènes, par rapport au pollen, donc les personnes asthmatiques vont produire du mucus, donc qui est représenté ici en jaune à la surface de la muqueuse. Donc ça on l'a vu, au niveau de la muqueuse il y a des cellules qui sont capables de produire du mucus, mais là il en produit évidemment beaucoup trop. Donc la muqueuse qui s'épaissit puisque l'inflammation est très importante, le mucus qui est produit en grande quantité, qui va aussi s'accumuler au niveau de l'intérieur de la bronche, fait que finalement la lumière de la bronche, en marron ici au centre, est vraiment très diminuée. Ce qui fait que là, on a représenté juste un trait pour dire que l'air est très difficile. Donc voilà l'évolution. Donc surtout, il faut être très à l'aise avec finalement la structure, l'anatomie d'une bronche saine, ensuite une bronche asthmatique en dehors d'une crise, et ensuite surtout la bronche lors d'une crise d'asthme. Alors on va reprendre tout ça. Donc lorsqu'un allergène est inhalé, il va y avoir donc déclenchement d'une réaction inflammatoire. C'est vraiment le processus pathologique qui va entraîner donc ce qu'on a vu, donc c'est-à-dire l'augmentation de la muqueuse. Donc cette réaction va être brutale et intense et elle se fait en 3 mécanismes physiopathologiques qui va entraîner finalement la réduction du diamètre de la lumière des bronches et qui sont à l'origine de l'obstruction bronchique. D'accord? L'obstruction, je rappelle, c'est le fait que les bronches soient obstruées, c'est-à-dire bouchées en partie. Et souvenez-vous, dans la vidéo précédente, pour le début du chapitre 5.2, pour connaître justement le degré d'obstruction d'une bronche, on calcule l'indice de Tifno. Donc cet indice permet d'estimer le pourcentage, et lorsque ce pourcentage est inférieur à 70, on dit que le patient a une maladie donc obstructive, et lorsque ce pourcentage diminue encore plus, ça veut dire que les bronches sont vraiment de plus en plus obstruées. Alors on va voir donc ces 3 mécanismes physiopathologiques. Le premier, on l'a dit, c'est que la réaction inflammatoire va entraîner l'accumulation de liquide. Cette muqueuse va s'épaissir et donc on a formation d'un œdème au niveau de la muqueuse. Ensuite, pour réagir contre ces fameux facteurs déclenchants, le corps va produire donc beaucoup trop de mucus. Et enfin, les muscles lisses se contractent pour diminuer le diamètre des bronches. Alors, on va reprendre maintenant finalement ce qui se passe au niveau des bronches et voir le lien avec les signes cliniques, donc ce qu'on observe lors d'une consultation chez le médecin. Alors, comme on vient de le voir, la lumière est nettement diminuée, l'air passe difficilement dans la bronche. Donc, la respiration devient difficile. Donc, une respiration difficile, c'est une dyspnée. Et en plus, elle devient sifflante, surtout au niveau de l'expiration. Et quand justement on a une expiration sifflante, on a vraiment la sensation d'oppression thoracique. Donc oppression, c'est-à-dire comme si on nous pressait sur la poitrine et donc cette difficulté à respirer. Ensuite, donc comme il y a moins d'air, donc il y a moins de dioxygène qui arrive au niveau des alvéoles. Donc moins de dioxygène qui passe dans le sang. Et lorsque la concentration de dioxygène dans le sang est diminuée, on parle d'hypoxémie. Donc ce terme-là doit être coupé en 3. Alors je vais prendre juste le stylo pour vous guider un petit peu. Donc on a hyp qui vient de hypo pour dire inférieur à. Ox pour oxy, c'est oxygène ou dioxygène. Et émis, c'est dans le sang. Donc comme il y a moins d'oxygène dans le sang, ça veut dire que le sang apporte moins de dioxygène au niveau des tissus. Donc la peau va changer de couleur, elle va devenir bleue, et les muqueuses également.
Donc la coloration bleue de la peau et des muqueuses, c'est ce qu'on appelle une cyanose. Enfin, comme il y a moins de dioxygène, l'organisme va compenser. Donc ça, on a déjà vu dans la partie 4 sur le cœur et la circulation sanguine. Il va compenser en faisant deux choses. Tout d'abord, on veut que le dioxygène revienne en plus grande quantité. Donc on va augmenter la fréquence respiratoire. Donc là, c'est une accélération. On parle de tachypnée. Donc on va augmenter le nombre de cycles respiratoires par minute. Par exemple, au lieu d'en faire 60 par minute, on va en faire 120. Ensuite, on va vouloir faire passer le sang plus vite au niveau des tissus pour pouvoir augmenter les échanges de dioxygène avec l'air et le sang. Et donc là, la fréquence cardiaque va augmenter, et ça on l'a déjà vu, c'est ce qu'on appelle la tachycardie. Enfin, le mucus qui est produit en excès va être éliminé par une toux, avec justement élimination de ce mucus qu'on appelle donc une expectoration, ou tout simplement des crachats. Voilà le lien entre vraiment les signes cliniques qu'on observe chez le patient, cyanose, tachypnée, tachycardie, et finalement ce qui se passe au niveau du processus physiopathologique au niveau des bronches. Alors on va aborder maintenant les ou le signe paraclinique, puisqu'il n'y en a qu'un seul, et on ne peut l'avoir que après avoir fait un examen spirométrique, je vous ai expliqué tout à l'heure. Le seul signe, c'est que l'indice de Tifno diminue et il devient inférieur à 70. Là, on considère que le patient est atteint d'une maladie obstructive, c'est-à-dire que les voies respiratoires sont donc bouchées en partie. Donc, dans ce cas-là, la capacité respiratoire d'un patient asthmatique est diminuée. Voilà pour le seul signe clinique, donc c'est la diminution de l'indice de Tifno. Le traitement, donc cette dernière partie sur l'asthme, donc le premier traitement consiste à trouver et à supprimer les facteurs déclenchant des crises. Donc par exemple, vous faites des crises parce que donc régulièrement et vous vous rendez compte finalement que vous êtes allergique par exemple aux acariens, vous êtes allergique aux poils de chat, aux poils de chien. Donc là, vous faites en sorte de ne plus être en contact avec les allergènes. Ensuite, on peut prescrire des traitements. Donc il y en a deux possibles. Tout d'abord, lorsque vous faites une crise, donc il faut que ce soit assez rapide pour rétablir la respiration normale. Donc là, vous voyez ici l'apparition d'une photo qui montre en fait un médicament, un appareil bien connu des asthmatiques. C'est en fait quelque chose qui va être utilisé, qui va être inhalé, et le but donc de cette substance, elle va avoir une action très rapide et de courte durée d'action. Donc ça veut dire que si on fait une crise juste après, il faut donc reprendre ce médicament. Et donc ce médicament, c'est ce qu'on appelle un bronchodilatateur. Alors bronchodilatateur, c'est donc en fait un médicament qui permet de dilater les bronches et donc d'augmenter à nouveau la lumière, donc ce qui était en marron sur les schémas précédents, et permettant à l'air de circuler à nouveau correctement. Donc ça, c'est vraiment au moment d'une crise. Par contre, les personnes asthmatiques ont aussi un traitement de fond. Donc là, ils peuvent aussi utiliser des bronchodilatateurs de longue durée d'action. Donc là, c'est régulièrement, mais en tout cas avec des espaces beaucoup plus importants au niveau du temps. Et ils peuvent également utiliser certains médicaments. C'est ce qu'on appelle donc les anti-inflammatoires, puisque l'on a vu que la muqueuse s'épaissit à cause d'une inflammation. Donc en prenant ce traitement anti-inflammatoire, on va donc réduire l'inflammation et on va donc réduire l'épaisseur de la muqueuse et rétablir la circulation de l'air. Alors justement, on va quand même voir le rôle des bronchodilatateurs et les anti-inflammatoires. Tout d'abord, les bronchodilatateurs, on l'a vu tout à l'heure, dilatent les muscles lisses bronchiques. Donc en fait, ils vont envoyer l'information aux muscles qui font le tour des bronches de se relâcher. Et comme ils vont se relâcher, le diamètre de la bronche va retrouver un diamètre normal, donc il va augmenter. Alors que les anti-inflammatoires, eux, réduisent la réaction inflammatoire. Donc ce fameux œdème, vous savez, l'épaisseur, hein, la muqueuse très épaisse. Et ainsi la lumière est rétablie et donc on facilite le passage de l'air et on rend la respiration plus facile. Donc voilà pour la partie 2 du chapitre 5.2 sur l'asthme.
Donc on se retrouve dans la dernière vidéo sur le chapitre 5.2 qui va donc aborder les conséquences pathologiques du tabagisme.